comme toi, j'étais surpris de rencontrer Darwa parce que je le voyais dans les couloirs. Je voyais des personnes qui étaient en train de nettoyer les vitres, l'extérieur du Parlement européen, du 14e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et j'avoue que je connaissais la personne, mais je ne connaissais pas leur histoire. Alors, je ne veux pas dire plus sur Darwa. Lui, il va parler de son expérience, il va nous le partager et nous le remercions déjà. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire aux participants, si vous avez des questions, des remarques de, sur Darwa, sur ce qu'il va vous dire, n'hésitez pas. Soit vous levez la main sur l'écran et je vais voir qui va poser la question, soit vous vous inscrivez, vous pouvez écrire même aussi votre question. Juste une dernière chose, avant de laisser la parole à Darwa, essayons pour donner plus de possibilités aux participants de poser des questions à notre ami Darwa, parce que nous avons une heure jusqu'à 17 heures. Essayons, vous les participants, de vous limiter à une question d'une minute à peu près. Et Darwa, si possible, parce que je sais qu'il en parlait aussi comme nous tous, si possible, 3 minutes de réponse, afin que la plupart des gens qui participent puissent poser une question. Voilà, la parole est à toi, Darwa. Moi, je suis content de vous connaître. Déjà, remercier Rosa et Evangelos. Je sais que moi, je suis comme je suis et puis vous êtes très, très reconnaissant. Et je ne pensais pas que vous pensez autant de moi. Et puis, merci beaucoup, en tout cas. Je suis ravi de participer à cette conférence. Et puis, je suis à la hauteur de votre question et donner la réponse. Voilà. Alors, si je peux te poser une première question. Comment et pourquoi es-tu venu et arrivé à Strasbourg? Alors, au départ, mon idée, c'était voyager. Donc, la première chose, c'est que je suis à la origine, je suis guide haute montagne. C'est pas comme tous les Sherpas. Sherpa, ça va pas dire c'est un guide ni les autres choses. Sherpa, première chose, c'est l'ethnie et la tribu. Et Sher, c'est l'Est, pas, c'est l'ethnie, en fait. C'est pour ça qu'on relie les deux. C'est un ethnie qui vient de l'Est, dans le pays au Népal. Nos ancêtres, ça va être Mongolie ou Tibet, qui sont venus installer dans le Népal. C'est pour ça qu'on dit Sherpa. Donc, au début, dans mon idée, c'était de voyager. Ensuite, j'ai croisé ma future femme actuelle. Et du coup, je sais voyager dans la mesure avec amour, quoi. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais apprendre la langue française. Et je suis je suis inscrit dans l'université à Strasbourg pour 6 mois en 97. Et je n'ai pas le droit de rester toute l'année. Donc, je suis retourné au pays, au Népal. Je suis resté là-bas pendant 3 mois. Je suis revenu. Je suis réinscrit nouveau dans l'université. Et donc, à la fin 98, à la fin, au mois de juin, on s'est mariés. Et depuis, on a eu un enfant, un garçon, premier enfant, un garçon qui s'appelle Guillaume. Népalais, c'est Siring. Siring, ça veut dire longue vie. Et du coup, je suis installé en France depuis 98, fin 98. Et le but de voyage, c'était, en fait, l'idée au départ, je ne suis pas immigré, mais voyager, rentrer au pays. Au final, je suis quand même attaché en France et puis particulièrement en Alsace. J'aime bien manger, bien boire, j'aime bien aussi bien discuter. Et donc tout ça, ça me fait que petit à petit, je suis pratiquement, pour l'instant, je suis pratiquement, définitivement, on va dire, installé en Alsace. Et puis, j'aime bien beaucoup voyager, je voyage beaucoup aussi.
toutes les vacances, je profite, je retourne au pays un mois dans l'année. Et ça, c'était prévu avec mes entreprises. Dès le départ, on rentrait. Et puis, voilà, donc la vie continue en fait en gros. Super. Écoute, Dawa, tu as 2 enfants qui sont déjà grands et qui font ces études. Voilà. Ils font quoi comme études? Alors, le grand, il a fait, d'abord, il a fait des bacs, il a fait des, comment dire, il a fait des prépas de maths. Et là, actuel, il est lancé pour la micro SD dans l'informatique. Très bien. Cette année, il a fini son étude. Il voulait partir au Japon pour faire 2 années de supplémentaires, pour faire les 2 années de master. Et en fait, il a acheté son billet pour aller au Japon. Il espère toujours peut-être partir au mois de mai, juin. Et il a fini son étude. Il doit faire son formation d'entreprise à partir d'il y a 15 jours. Mais tous ses collègues, tous ses copains sont partis pour faire cette formation. Mais il a vu que cette formation, ça ne se fait pas au sein des entreprises à cause de tous ces crises sanitaires. On Oui. fait par vidéoconférence, par de la maison, tout ça. Et donc, mon fils, Guillaume, a décidé qu'il va continuer à faire des études. Il ne va pas faire des formations des entreprises. Et du coup, il a pris son cours japonais, 100% japonais, et en restant sans l'école. Donc, depuis une semaine, il prend ses cours japonais et uniquement sans japonais, à partir de 1h du matin. Il dort la journée, il étudie la nuit. Voilà. Sinon, mon deuxième fils, il a 22 ans. Guillaume, il a 22 ans. Il est né 24 décembre 98. Le deuxième, il est né le 20 janvier 2002. Lui, il a bientôt 19 ans et lui, il fait l'étude de. Euh, là, il a fini son bac cette année. Cette année, il fait l'étude de construction en bois. C'est très bien. Il est allé en bois, voilà, il est lancé là-dedans, Super. ça lui plaît. Et donc, comme tout le monde, à cause de la crise sanitaire, il reste 2 jours de l'école, 3 jours à la maison. Et en ce moment, ses vacances, il est à la maison. Voilà. Et Dawa, il y a quelque chose que je voulais te demander parce que tu as une famille au Népal et on sait que les Népalais, vous êtes très familiers, très attachés Oui. à votre famille. Comment fais-tu pour résister si loin de ta famille? Comment tu t'arranges? Parce En que fait, avant, tu nous as raconté, par exemple, que ton frère t'envoyait une photo comme quoi il montait au sommet cette semaine. Explique-nous un peu comment ça se passe. alors mon frère, il fait les guides haute montagne. Il a fait des formations guide haute montagne. Donc, depuis 2012, il est lancé dans la course pour faire tout le sommet qui existe dans le monde. 14 montagnes de sommet de 8 000 mètres. Donc, malheureusement, en 2016, ça a été arrêté après la tremblement de terre parce qu'il a eu un accident. Il a pété son hanche. Il est resté pendant 6 mois au lit sans bouger. Et donc, après ça, il commence. Donc, par la suite, il a fait en 2019. Oui, 2019. 25 mai 2019, il a fait de nouveau des sommets de l'Everest. Donc, il est toujours dans la course. Il fait toujours ce genre de sommet. Oui, c'est vrai que pour résister, moi, j'y pense tous les jours. Toutes mes familles. Moi, j'ai plus mon père, j'ai ma soeur, mes soeurs, j'ai 3 soeurs, j'ai mon frère, j'ai mes belles-sœurs, j'ai ma maman. En fait, tout le monde est là-bas. C'est vrai qu'on est vachement social, on est vachement connecté.
On est vachement proches. Et pour résister, bah, j'y travaille beaucoup. Quand j'y travaille beaucoup, bah, j'y pense plus. Je pense plus, je suis concentré dans le travail et dès que j'y pense, j'essaie de rappeler à quelqu'un de mon proche qui est sur place. J'en ai pas mal de monde, donc je vais avoir réussi, espérant, euh, une ou deux personnes, partager mes expériences d'ici et demander aussi leur expérience qui est quotidienne sur place. Donc, après, j'allais dire, c'est que quelque part, on n'a pas le choix. Là, avec la crise sanitaire, encore pire, parce que c'est totalement bloqué. Et je ne sais pas comment ça va passer. Donc, tant qu'on n'a pas de vaccin, je pense qu'on n'a pas le droit de voyager non plus. Par contre, au pays, ça commence à venir des touristes. Oui, Mon frère, ça fait 15 jours, il est parti le 29 mars pour faire un nouveau de l'ascension sur l'Everest. Il a 20 personnes de clients. Et donc, dans les 20 personnes, 50 personnes, 50% de clients qui viennent de Chine et 50% qui viennent de l'international. Il y a quelques Européennes, je pense que ça vient du genre de pays de l'Est qui vient. Et il y a quelques Anglais, il y a aussi quelques Américains. Donc, très bien. ils Oui, sont quand même nombreux, ils sont 30 groupes sur l'Everest cette année. Et là-bas, l'histoire de crise sanitaire, on n'entend pas beaucoup. d'accord. Ils étaient confinés l'année dernière, 15 jours après nous, au mois de mars, jusqu'au 20 octobre. Ils ont dit à partir du 20 octobre, si on est contaminé plus que 25 000 cas 24 heures, on va la reconfiner. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de tester l'ensemble de la population. Et du coup, des fois, ils ont dit il y a plus de 25 ou plus que ça, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, les gens, ils vivent avec les Covid. Ok. Voilà. Evangelos, est-ce que tu pourrais poser une question aussi? Oui. Parce que j'ai entendu les Chinois. Est-ce que tu voudrais poser des questions à... Oui, avant de poser une question à Dawa, j'ai vu qu'il y avait une main qui a été levée pour poser une question. C'est Eva Petereit. Eva, tu es là, tu veux poser la question? Eva? Oui, j'avais une question. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voulais demander la culture en Népal et en France est quand même très différente, j'imagine. Est-ce que vous avez pu vous adapter rapidement? Euh, oui, en fait, j'ai mis un temps. Et c'est vrai que à force, j'ai pas le choix d'adapter les Ah, cultures, après, niveau de nourriture, niveau de beaucoup de choses. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler en français. Je savais dire bonjour, au revoir, bon appétit, et c'est tout. Et après, petit à petit, quand je suis allé à l'université, j'avais écrit beaucoup, et je ne savais pas trop parler. Et puis, à mesure, à force, comme je suis pratiquement seul dans mes cas, j'avais pas de, j'avais pas de copains népalais, des amis népalais pour communiquer en népalais. Du coup, je suis forcé d'apprendre. Et du coup, ça fait beaucoup de, comme on dit, ça m'a permis d'apprendre et parler assez couramment la langue française. mhm. Oui, les cultures, c'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Les Non. cultures au niveau de Ok, fêtes, au niveau de l'attachement dans le familial, tout ça. ok, d'accord. Ouais, Merci beaucoup. je vous en prie. Merci Eva. En effet, je prends la parole, mais avant de poser la question à Dawa, je suis surpris par son parler calme et doux, malgré l'espace hyper ouvert de l'Himalaya qui est ouvert. Donc, je pense qu'il y a le côté bouddhiste aussi qui joue, ou je ne sais pas si c'est la culture comme il vient de le dire. Donc, j'étais surpris et ça m'a étonné. Et pour nous, les Européens, qui ne parlons pas, nous prions des fois. Alors,
sur notre ami Darwa. Il vient de nous expliquer comment ça fonctionne là-bas, comment la vie se déroule, quelle est sa famille, comment lui il est arrivé. Mais il y a une autre dimension de cet ami que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, la dimension sociale. Parce que Darwa a créé une association, je l'ai trouvée sur Internet, des sourires pour Simigaon. Simigaon, c'est son village natal. Donc, il a créé, voilà, Rosa le met à l'écran. Il a créé cette association suite à un tremblement de terre en 2015. Je laisse la parole à Darwa pour nous dire, évidemment, quelle était l'idée, mais comment il arrive à entretenir cette association et aider le village à se reconstruire. En fait, c'est moi qui parle. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, oui, j'ai créé j'ai créé avec ma femme et avec des amis, mes proches et chers amis qui sont là pour nous aider aussi. Et puis, tout de suite après le tremblement de terre, moi, je ne savais pas qu'il y avait des tremblements de terre. En fait, je suis venu normal au travail tout et tout, et à un moment donné, j'ai entendu à la radio. Et mon ami Jérémy qui m'a disait, mais Dawa, tu as la nouvelle de tremblement de terre au Népal, c'est quand même grave, tout et tout. Et j'ai dit, ah bon, pour moi, c'était pas grave. En fait, tremblement de terre, on avait souvent. On avait 5,0 quelque chose, 4 magnitude de 4 quelque chose, assez régulièrement, comme là, il y a eu vraiment 3. Et du coup, avec ce tremblement de terre-là, il y a eu l'ensemble du village et un quart de Népal a été détruit. Et ce tremblement de terre a tué plus de 9000 personnes au pays. Et donc, des amis qui m'ont posé, oui, comment on peut aider pour tes familles, tes amis, tes populations villageoises qui sont là-bas, comment tu es nouvelles, tout et tout. Et puis au départ, qui m'ont demandé de donner des habits, donner des affaires, tout ça. Et après, c'est compliqué tout ce transport. Après, on a pensé, on s'est dit, on va collecter des sous, mais pour collecter des sous, on va créer des associations. Donc, on a créé cette association qui s'appellera des souris pour cinéma. Donc, par la suite, on a eu pas mal de temps et le but de ces associations est collecter les sous et ramener sur place et puis pour aider pour la reconstruction de l'ensemble de la population de la village. Et nous sommes battus beaucoup pour ça aussi, puisqu'on n'a pas le droit de donner des sous personnes individuelles, autant que les actions humanitaires. Et moi, j'ai fait une sorte donner d'abord les populations comme vous et nous, qui a besoin de reconstruire. Et au lieu d'aider l'infrastructure publique, d'abord les aider démunis comme nous, qui sont démolis leurs maisons. Donc, dans le village, il y avait 151 habitations. Et juste à côté, on avait 30 habitations. Donc, moi, j'ai censé leur aider à construire leur maison, acheter leur bois, acheter leur pierre. On ne peut pas acheter la maison entière parce que ça coûte très cher, mais on ramène juste un petit coup de main pour leur aider pour la construction. Voilà. Le but, c'était pour construire, pour aider à tout le monde, toutes les habitations. Et donc, la première année, en 2016, j'ai pris mes congés sabbatiques pour 6 mois et rajouté 1 mois de mes congés annuels. Je suis parti pour 7 mois pour ramener de nouvelles idées, ramener un peu de notre architecture, reconstruire les antisismiques. Quand je suis arrivé sur place, il n'y a rien qui est en place. L'État nous a fourni juste un plan, mais sur le mur collé, il disait que voilà, on construit ce genre de type de maison. Et ce que dans le pays, il y a beaucoup qui n'ont pas fait l'étude. Il y en a qui ne savent même pas lire. Les gens qui sont 50 à 55 ans, à 60 ans, ils ne savent pas lire ni écrire.
et donc ils n'ont pas accès à l'époque de l'école. Et ces gens-là, ils n'avaient aucun intérêt de voir un dessin, un poster qui est sur le mur et reproduit exactement en visuel, habité là-dedans. Donc, moi, je suis engagé d'aller voir le ministre de région. Et pour aller voir, on avait quand même beaucoup de trajets à faire, marcher 12 heures et 6 heures de bus, arriver au centre du ministériel. Et donc, je suis engagé de leur dire qu'il faut qu'ils nous envoient des ingénieurs et puis ils nous fait la démonstration, on construit sur place un prototype de maison. Comme ça, les villageois, on les reproduit la même chose. Au bout de 2 fois, on a eu l'autorisation par le ministre et j'ai eu le droit de 3 ingénieurs maçons, ingénieurs maçons, ingénieurs pour comment ça s'appelle, c'est tous ces fenêtres et portes, tout ça, menuisier. Et du coup, on a réussi à faire 2 maisons de prototypes que les gens puissent habiter dedans. C'est pas juste fabriquer un petit prototype, juste montrer, non, nous, on a besoin de vraiment construire une maison complète, les gens puissent aller dedans. Et à partir de là, on a donné des formations, j'ai demandé de donner des formations pour les gens. On a fait pour 14 personnes de formation, 4 personnes menuisiers et 10 personnes maçonnerie. Et du coup, ça a duré pendant 51 jours et 320 heures. Au bout de cette formation, on leur livrait, par l'État, on leur livrait les certificats comme quoi ils ont acte de reconstruire le reste de la maison. Et à partir de là, on a lancé la construction. Et aujourd'hui, on a réussi quand même à construire à peu près 95% d'habitations. 95% d'habitations sont déjà reconstruites, mais il reste quand même encore quelques habitations à reconstruire. Mais ça, je pense que l'État il nous a aidés aussi un petit peu. L'État il nous a aidés après le settlement, il nous a aidés, donné l'équivalent de $2 000. Après, il nous a rajouté encore $1 000 s'il rajoutait les sanitaires. Et du coup, ces promesses a tenu. Dans l'ensemble de la population, ils ont eu ce genre de primes qui sont déjà construits leur maison. Voilà, tant qu'ils ne les construisent pas, ils ne sont pas assez primes. Donc, pour relancer, nous intervenons, notre association, leur donner un petit coup de pouce, ils recommencent leur maison petit à petit, comme ça l'État il donne une partie, et après, une fois ils ont fait une partie de maison, ils en donnent une deuxième partie. Au final, une fois ils ont fait les toits, ils donnent une troisième partie. Total, il fait 3 fois l'État. Et donc, voilà. Donc là, on va faire encore, moi voilà, notre but c'est ça, de créer des associations. Donc, on a fait un site internet, tout ça, et jusqu'à présent, cette année, l'année dernière et cette année, je ne suis pas sur place encore. Il y a mon frère qui est sur place et une famille qui gérera tout ça. Mais on verra quand je serai sur place. Très bien. Merci Dawa. Je ne sais pas s'il y a une question. Quelqu'un peut poser une question. Sinon, moi, je suis prêt à poser une question et à dialoguer avec Dawa. Dawa. Angelos? O Evangelos ou Dawa. Oui, donc pour changer un peu de sujet, parce que nous représentons, nous sommes le Parlement européen, donc tout le monde le sait que nous sommes un organisme politique. Donc la question sera plus politique que personnelle. Alors, je ne sais pas si Dawa veut répondre. Je sais que c'est un peu difficile, un peu compliqué, mais c'est à lui de répondre à cette question qui est la suivante. Quel rôle joue la Chine actuellement en Népal? Alors là, moi, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses pour la Chine. Je pense que je suis affiché un peu partout.
autant que je suis bouddhiste et autant que je suis supporter du tibétain, euh, je pense que je sais afficher. Donc, rôle chinois, pour moi, pour, pour le monde entier d'ailleurs, hein. Je ne vais pas trop lancer dans ce sujet-là. C'est vrai que l'État népalais et l'État chinois, et, et ils s'entendent assez bien parce que les Chinois, ils ont des pouvoirs et ils financent pas mal de choses contrepartie avoir quand même quelque chose à récupérer. En effet, la question difficile, comme la situation est assez difficile. Bon, nous connaissons tous à peu près la, la politique chinoise avec son parti communiste unique qui gouverne et son président unique aussi qui gouverne. Juste pour rappeler, parce que Rosa, il a dit qu'il a rencontré Dalai Lama. Vous savez que le Parlement européen a invité Dalai Lama. Mais à ma connaissance, peut-être que mes collègues vont me corriger, il n'a jamais corrigé un président de Chine, même si la Chine est une importante force économique et autre au monde. Ok. Je vais arrêter ici parce que je ne veux pas poser de questions politiques sur Darwin. Je ne veux pas le mettre dans le débat. Oui. Écoute, l'autre jour, il a dit quelque chose qui m'est resté dans la tête à propos des Chinois. Et moi, je pense qu'il faut aussi reconnaître, parce que le Népal, c'est un État pauvre, ce n'est pas un État riche. Les Népalais, ils ne sont pas de grandes ressources minières ou quoi que ce soit. Et alors, il paraît que les Chinois, ils sont comme des magiciens quand ils font des routes. Hein? Oui. Tu nous as raconté. Oui. Alors, raconte un peu. Écoute, les Chinois, ils ont des moyens, donc ils viennent avec leurs moyens. Donc, ouais, c'est intéressant. Oui. Pour ça que ce côté-là, on est en reconnaissance vers l'État chinois et les entreprises chinoises aussi. Et c'est vrai que comme ils ont des grosses machines, bulldozers, des ingénieurs intéressants, ils avancent 50 fois plus vite que nous. Et donc, pour nous, je pense qu'on aura de super belles routes bientôt reliées entre Chine et Népal. Mais les Népalais, ils les prennent quand même un peu pour garder leur identité un peu sauvage. Comme c'est beaucoup de montagnes et beaucoup de fleuves à traverser et beaucoup de falaises aussi à creuser. Et donc, nous, Népalais, comme vous dites, on n'a pas de moyens. L'État népalais, ils n'ont pas de moyens. Donc, Chinois, il fait beaucoup. Et je pense que l'idée du Chinois beaucoup aussi, après, contrepartie, quelques populations, ils l'installent aussi dans le pays au Népal. Voilà. L'autre jour, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Tu te rappelles, Evangelos? À un moment donné, il nous a dit, quand je vais au Népal, sauf si je reste longtemps et que je reprends mes habitudes avec les voisins, avec les collègues, avec les amis, mais quand je vais un mois, par exemple, je me sens comme un touriste. Et quand je suis ici en France, je me sens aussi comme un touriste parce que tout le monde sait que je suis népalais et en fait, j'ai un statut de touriste en France. Comment tu peux vivre cette dualité? C'est assez compliqué, hein? C'est assez compliqué non seulement dans la population, mais aussi dans la famille. Alors, quand je vais au Népal, il sait très bien que je vais rester que 2 semaines. Et donc, de toute façon, je ne suis pas là. Et ce ressentiment, c'est un peu partout. Ça m'accompagne tous les jours. Au travail,
même au travail, j'ai travaillé dans une entreprise de propreté actuelle. Je me suis senti chez moi, j'ai fait investi, j'ai donné beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression de l'autre côté que, voilà, donc, quelque part, je me suis fait délaisser. Je me suis dit, oh, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, tous les efforts qu'on a fait, s'il n'y a rien derrière l'effort, quelque part, on vit quand même pour nous, soi-même. Vivre soi-même, c'est vachement intéressant, puisque à partir du moment où on vit plus soi-même, on vit plus. Ça travaille beaucoup dans la tête, on ne dort plus, on ne mange pas bien, on n'est pas bien avec des amis, avec des familles, on discute souvent. Alors, je laisse tous ces sujets sur le côté, mais c'est vrai que ce sujet est super important, autant qu'on est immigré, on va dire, quelque part. Euh, Ça crée une nouvelle vie quelque part et, et, et on reste toujours étranger. N'importe quel côté on y va, on est étranger. Moi, j'ai vais dans le village pendant 15 jours, qu'ils m'habitent, tout le monde, toutes les gens qui m'habitent, mais on discute ensemble. Et dès qu'il y a quelqu'un qui nous laisse tomber, ils discutent avec les autres, avec leurs proches, puisque j'ai l'impression que bon, avec lui, ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, à quoi ça sert à changer beaucoup de choses alors que quand on aura besoin, peut-être il est plus là. J'ai le sentiment, hein, peut-être pas ça. Hein. Et ici, c'est pareil. Ici, les entreprises, quand je travaille, c'est pareil. J'ai l'impression que je suis un étranger et que ça ne leur intéresse pas trop. Et je pense que beaucoup d'étrangers qui sont intégrés, malgré toutes les intégrations, tous les efforts qu'on les fait, moi, je sens 100% français, je suis intégré, j'ai créé ma vie, je suis habité ici et tout ça. Mais malgré tout ça, et c'est pas seulement les sentimental, c'est réalité. Réalité, c'est que des fois, quand je croise les gens, euh, on discute ensemble. Dès qu'il y a, il 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 y a des gens qui viennent de France, ou je ne sais pas comment on va dire, et ben, certaines personnes, ils écoutent toute notre parole, ils écoutent toute notre réponse, ils écoutent toute notre question. Et ils s'en vont totalement ignorés. Et c'est ça ça m'a un peu, ça me choque tous les jours, en fait. Ça me choque tous les jours dans la vie. C'est vrai que ça c'est vachement important dans l'histoire. Mais je pense que mais jusqu'à la fin de ces jours, ça restera ça dans ma tête. Dans ma tête et aussi la vie quotidiennement, c'est comme ça. Je ne vais pas aller jusque dans ma famille, mais bon, la famille française, tout ça, ça sera aussi dans la même rang. Donc, moi, je suis senti chez moi, mais je ne suis jamais senti 100% de chez moi. Et j'ai senti toujours étranger. Comme dit tout à l'heure au Népal, j'ai tout ce qu'il faut au Népal. J'ai mon père qui était 3 générations fils unique, donc chez nous, par notre culture, tout l'héritage de terre, immobilier, gardé par les garçons. Et donc, on a gardé tout notre héritage, tout ça. Et moi, demain, si je vais retourner là-bas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la maison, j'ai la terre, j'ai la source d'eau. Maintenant, avec mes nouvelles idées, j'ai appris beaucoup de choses avec mes nouvelles idées, améliorer un peu de vivre autrement que la vie qui était à l'époque. Mais malgré tout ça, toutes les idées, j'hésite quand même. Je ne sens pas 100% quand même chez moi. Je suis au milieu. Voilà, merci Rosa pour me rappeler. Oui. Et il y a Ouais, c'est quelque chose, intéressant, super intéressant ça. oui, il y a quelque chose qui m'a aussi interpellée, que c'est comment as-tu fait pour changer tes habitudes? C'est-à-dire les habitudes de tous les jours. Tu sais,
comment fais-tu pour changer tes repas, par exemple? Du coup, tu n'avais pas l'habitude de manger européen, je ne sais pas, même pas les horaires ou le rythme de vie, c'était quelque chose de totalement différent. L'autre jour, tu nous as dit, parfois, je suis en train de parler avec quelqu'un et je lui dis, bon, maintenant, il faut qu'on travaille, on va travailler. Et tu dis, non, 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 on va à notre rythme, on ne va pas travailler, on attend, on peut continuer demain notre travail. C'est-à-dire qu'il y a un autre rythme de vie aussi là-bas. Comment as-tu fait pour changer tellement de choses? En fait, au début, c'était complètement difficulté. Pour moi, c'était pas difficile pour les travailler. Parce que moi, je suis un travailleur, j'ai travaillé beaucoup. Parce que dans ma vie, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Dans la vie, par exemple, il y a des gens qui parlent, j'ai vécu deux guerres, 30, 35, 38, 34 et 48, genre comme ça. Et moi, je disais à ces gens-là, moi, j'ai pas vécu des guerres, mais j'ai vécu aussi des choses. Euh, c'est pas les mots de la guerre, mais pour les vivre, c'est quand même, il faut surmonter. Donc, Oui, voilà. Et donc, moi, j'ai perdu mon père très, très jeune. Très, très jeune, mon père, il est parti sans l'âge de 44 ans ou 45 ans, en laissant tous mes frères, sœurs et moi-même euh, derrière, derrière lui. Et ma maman, elle s'est trouvée tout seule pour élever tous ses enfants. Et du coup, moi, j'étais là pour travailler avec maman. On a travaillé beaucoup, beaucoup. On travaillait beaucoup de terre. On avait des chèvres, on avait des vaches, on avait des volailles, 200 volailles. Donc, on était pratiquement autonome, sauf qu'on doit acheter du sel. Et ça aussi, on l'a acheté rarement. On faisait trop chez nous. On donne, on donne du maïs contre le sel, ou on donne des pommes de terre contre le sel. On faisait trop. On faisait trop. Il y avait des Tibétains qui venaient avec leurs chèvres. Ils fait porter sur le dos du chèvre. Un chèvre, il portait à peu près 5 kilos de charge. Tout petit sac, de côté, comme des ânes. Hein. Il venait à peu près centaines de chèvres dans notre village pour faire la trope. On leur donne des céréales qui nous ramènent du sel. Et depuis une vingtaine d'années, ça n'existe plus, c'est fini ça. Ils venaient avec leurs petits nanes, un petit peu plus loin que les chèvres, mais c'est des vrais nanes. C'est pareil, ils ramenaient 5 ou 6 kilos de sel sous les dos pour faire les tropes. Et c'est fini, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Maintenant, il y a le camion, il y a le porteur, il y a le tracteur, tout ça. Mais tout ça, je les ai vécus. Là-bas, sur place, il n'y a pas d'électricité à l'époque, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas grand-chose. Donc, s'il faut manger, c'est qu'il faut tout faire. Chercher des bois dans la forêt, faire le feu, faire chauffer de l'eau. Euh, à l'époque, pour nous, l'histoire du café, moi, je les ai connus beaucoup plus tard. Donc, mais l'histoire, aujourd'hui, j'ai conduit un camion, une voiture, un moto, tout ça. Un vélo, c'est simple, mais moi, je les ai vus la première fois dans ma vie. Un tracteur, dans ma vie, la première fois, je les ai vus. Je l'ai passé mon bac de 16 ans, quand j'avais 16 ans. Et à partir de là, je suis sorti de la Batlan, de la village, de la campagne. Et première fois, j'avais vu le tracteur quand j'avais l'âge de 15 ans. Et je ne suis pas allé dessus, hein. Je ne suis jamais rentré. C'est vrai qu'après, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, et même là-bas sur place, les enfants, ils ont beaucoup de chance, ils ont exercé Internet, ils ont exercé plein de choses. Je ne sais pas est-ce que c'est vraiment chance. Peut-être c'est voilà, c'est chance. Mais je pense que si retourner dans la vie à l'époque, pour être autonome sans d'avoir tous ces gadgets, Internet, téléphone mobile, tout ce qui est avec, et je pense que beaucoup de personnes qui sont incapables de vivre dans cette manière-là. Par rapport à ça, j'ai aussi une question, Dawa.
tu sais, tu t'appelles Sherpa et tu montes au plus haut des bâtiments de Strasbourg. Alors, Oui. ma question qui se pose, c'est le travail qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi ton travail actuel? Non, je pense que bonne question, ça peut être les deux, quelque part, mais ça, c'est mon destin et karma, et on va dire ça. Et en fait, à l'origine, je suis un Sherpa, hein, c'est pas un métier Sherpa. C'est un Sherpa. D'abord, il faut que je précise, tout le monde l'entend. Sherpa, ça veut dire que c'est un letni. C'est un Oui, nom de famille comme vous, comme tout le monde. C'est oui, un nom de famille. Vous faites n'importe quel métier, ça sera le Sherpa. Et deuxième chose, Sherpa, c'est dans la profession. Sherpa, ça veut dire que c'est un assistant guide. C'est assistant guide, mais en 1953, la première fois, un Sherpa qui s'appelle, notre cousin, ancien cousin qui s'appelle Tenzing Norgay Sherpa, qui a fait gravier dans la première fois dans l'histoire, en 1953, sommet de l'Everest avec Edmund Hillary qui vient de Hollande, qu'ils ont fait tous les deux au sommet de l'Everest. À partir de là, je pense qu'il y a eu de malentendus en disant Sherpa, c'est un porteur de Himalaya. En fait, ça n'a rien à voir. Sherpa, c'est un nom propre Sherpa. Et dans la profession, c'est un assistant guide. Voilà. C'est deux voilà. complètement différents. Et dans un assistant guide, comme vous, n'importe quelle personne viendra, rentrera dans cette profession, on vous appellera Sherpa. Et donc, voilà, donc moi, je suis Sherpa. En même temps, j'ai fait aussi les guides. J'ai fait des formations de guide, j'ai le certificat de mes guides hein, sur mes poches. Et je suis diplômé d'État guide haute montagne népalais sur place. J'ai fait pendant 10 ans de guide au pays. Et j'ai organisé pour faire l'ascension sur l'Everest, j'ai organisé pour faire l'ascension sur Annapurna 1. Et Annapurna 1, c'est 8081 mètres. Et donc j'ai fait pas mal, beaucoup de trek. Et j'ai fait pendant 12 ans en étant chef de cuisinier. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup faire ma cuisine. Tout à l'heure, pour la nourriture, tout ça, vous m'avez posé des questions, c'est intéressant aussi, parce que j'aime bien beaucoup faire les manger. Et pour que s'adapter les nourritures au départ, c'était compliqué pour moi. Et quelqu'un qui mange une soupe le soir, parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts toute la journée, physiquement. Et pour moi, c'était au départ, pour manger une soupe, ce n'est pas un repas. Et pour moi, c'était toujours, comme j'ai fait beaucoup d'efforts physiquement, j'ai évacué très vite au niveau de, comment dire, niveau de l'énergie. Et du coup, j'ai peur des fois. Maintenant, ça marche plus. Maintenant, je sais adapter, hein, je sais arranger là-dedans. Mais au départ, pour moi, c'est un soupe, ça n'a rien à voir. Soupe, ça doit être accompagné toujours avec quelque chose. Voilà. Et pour moi, il me faut un repas de consistance. Par exemple, les spaghettis, du riz, quelque chose qui tient la route. Ça veut dire que Tiens la route. donc, voilà. Et si je mange un soupe et que je dors soir et que si je me réveille la nuit, minuit ou 3 heures du matin et j'ai faim, je n'arrive pas à dormir, pour moi, c'est pas juste. Et j'ai dit ça parce qu'à l'époque, ça m'est arrivé de temps en temps quand j'ai pas de temps, j'ai pas de l'endroit là où je suis. C'est pour ça que on discutait pas, mais on fait un peu de débat avec ma femme de temps en temps. Alors j'ai dit non, non, ne t'occupe pas, laisse-moi faire. Moi, ça me fait plaisir de faire de manger. J'aime bien faire tous les jours, couper mes légumes, acheter des produits prêts. Je n'achète pas des produits pendant un mois. J'achète des produits pour tous les 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Ici, on a des moyens à proximité. Hein. Moi, j'habite pratiquement un centre, pas loin de la centre commercial. Aujourd'hui, on a 24 heures sur 24 qui ouvrent pratiquement. Hein. Après la crise sanitaire, c'est un peu moins, mais
Mais moi, si j'ai besoin d'un petit morceau de viande, je là, je sais pas, il y a 15 jours avant, ou 3 semaines avant, ou 2 jours avant. Je vais tout de suite, je relève, je marche 3 minutes, je cherche la viande, et je ramène et je les fais tout de suite. Et des fois, les commerçants, ils me disent, mais tu prends que ça? J'ai dit, mais je prends que ça. Je reviens demain. Donc voilà, je sais tout est prêt et souvent d'instant présent. Et j'ai oublié tout ça. J'ai appris à oublier tout ça. Sinon, on ne vit plus. Alors, des fois, ça m'a tellement oublié. C'est pas que je m'en fous. C'est pas du tout que je m'en fous. Ça m'intéresse beaucoup d'instant présent et donc vivre quotidiennement. Par exemple, pour manger ce soir, je ne réfléchis pas. Je ne prépare pas ce week-end qui vient, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va préparer. J'ai dit, mais on s'en fiche. On verra. On peut manger à partir du moment où on a rempli l'estomac, on est satisfait, soi-même, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'organiser plein de choses. Même voyage, par exemple, les vacances de cette année, pendant 3 semaines, on part juillet, août, septembre, octobre, je ne sais pas quand. On partira, mais on partira où? On ne sait pas. On verra. Et puis, le dernier moment, là où on a envie d'aller, on ira là. Comme ça qu'on organise souvent. Donc, c'est parfait avec ma femme. Elle est tout à fait d'accord, simple, classique, et vivre tous les jours. Voilà. Evangelos, allez. Moi, je suis curieux encore et encore parce que l'homme est curieux de nature, a dit Rimbaud. Oui. Et la curiosité est naturelle, humainement, a complété Jean-Jacques Rousseau. Donc, je fais partie d'un simple homme qui est curieux et avide à apprendre et apprendre encore plus de notre invité et de notre ami, maintenant, Dawa. Donc, une question très simple, Dawa. Il vient d'un village, on a appris, tout petit village, Simagaon, fin fond de l'Asie, à Népal, dans la montagne, et tu viens en Europe, au cœur de l'Europe, à Strasbourg, le siège du Parlement européen. Quelles étaient les premières impressions? Parce que, comme je dis, je suis curieux d'apprendre. Moi, je m'imagine mal de faire la route inverse, c'est-à-dire de l'Europe jusqu'au ton village en Chine. Je ne sais pas si un des participants pourrait entreprendre ça, mais imaginez la difficulté que nous pouvons avoir de partir d'ici pour aller là-bas. Alors, ces difficultés, il les a énumérées, notre ami Darwa. Mais par simple curiosité, une simple question. Quelles étaient tes premières impressions quand tu es venu ici avec des buildings, avec des gens différemment habillés ou la nature? Alors, l'achat 20%. Oui, quand je suis arrivé la première fois en Europe, pour moi, c'était tout est grand. Quand je suis arrivé en Europe, c'était tout est grand. L'autoroute, on ne connaissait pas parce que c'était trop grand. Il y avait trop de voitures. Les supermarchés, ils étaient super grands. Alors qu'à l'époque, quand je suis arrivé en France, en 96, Katmandou, la capitale de Népal, ça n'existe pas, les supermarchés. On avait beaucoup d'épiceries, tout ça, on trouvait tout dans cette épicerie. Il y en avait partout, mais il n'y avait pas de supermarché. Et pas quand je suis arrivé ici, quand je suis rentré dans le supermarché, c'était impressionnant. C'était impressionnant, c'est tellement grand, tellement de produits, et que c'était complètement dingue. Et la route, c'était pareil. Et des fois, j'ai resté bloqué comme ça, à regarder. C'est vrai que c'était pas évident. C'est pas évident du tout. Après, j'ai beaucoup appris parce que j'avais ma femme qui était avec. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, il faut les travailler.
Et la première jour, quand j'étais allé travailler, c'était aussi rigolo parce que comment ça fonctionnait. Chaussures de sécurité, il faut mettre des casques, il faut mettre tout ça. C'était ça. Nous, pour moi, c'est totalement nouveau et ça n'existait pas tout ça. Et du coup, c'est vrai que prendre une échelle, par exemple, l'échelle on a, mais échelle comme celle d'ici à l'époque, l'échelle qui fait 12-13 mètres de hauteur pour grimper sur l'échelle pour travailler, et ça n'existait pas non plus. Quand on grimpait dans un arbre, dans un bâtiment, on n'avait pas de bouclier, on ne s'attachait pas parce qu'il n'y en a pas. Moi, quand j'étais au village, à l'époque, encore pour travailler dans mes cultures, quand on va aller chercher les, les feuilles, tous ces nourritures pour les bétails, on grimpait dans l'arbre pour couper toutes les branches, pour donner des nourritures, et puis on portait sous le dos. Et puis on grimpait toutes les arbres qui peut avoir tout petit diamètre de 40 ou 50. Et quand on arrive là-bas, ça faisait ça. Et puis on n'avait pas peur, on n'était pas attaché. Et quand je suis arrivé ici, il faut tout est attaché, et tout est sécurisé, tous ces trucs, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure, on s'adapte. Et après, on se sent quand même sécurisé. Et il y a des gens qui font continuer encore dans le village. Et il y a aussi assez souvent des accidents. Dans la montagne, haute montagne, c'est pareil. Toutes les hautes montagnes, à l'époque, on ne mettait pas des roulets d'ascenseur. La première qui montait, il a tenté et on l'a fait monter 12e. Et puis, à mesure, on a commencé à faire les formations, les stages, tout ça. Et tous les 15 mètres, on met la broche sur les glaces. On met une grosse vis sur les glaces. Au milieu, il y a des trous. Et du coup, quand on les visse, les glaces, ils sortent de la trou. Donc, on met un gros anneau fixé sur les anneaux. Et là, on met des mousquetons, on met des relais. Ensuite, on fait monter les autres. Et grâce à ça, il y a beaucoup d'accidents dans la montagne actuelle. Et donc, ouais, c'est compliqué. C'est très, très Il y a une impressionnant. question encore. Ouais. Parce que nous avons un peu de temps, mais je pense que si mes collègues sont d'accord, on peut prolonger un peu parce que ça ne finit pas l'histoire de Darwa en une heure. Hein. Et on est tellement curieux, comme je l'ai déjà dit avant. Alors, une question? Oui, Ben, c'est moi. Oui. C'est ma question. En fait, bon, je suis assez admiratrice de votre parcours et on vous remercie de cette conférence. C'est assez agréable. Et puis, en fait, en pensant justement par rapport bon, je regarde votre petite sœur, je regarde la montagne, en fait, à la nature, et ces rapports que, en fait, malheureusement, on n'a plus, ou très peu en Europe. Aujourd'hui, justement, c'est la journée de la terre-mère. Alors, vous profitez des montagnes, vous avez vécu aussi la nature qu'ici, malheureusement, on n'en a plus. Qu'est-ce que vous en pensez des dérives de pollution, de contamination qu'on vit aujourd'hui? Et si vous trouvez est-ce qu'on peut encore arrêter cet avenir, en fait, si on peut encore freiner, par exemple, le réchauffement climatique ou des conséquences qu'on vit déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on peut encore faire de l'attention. Chacun doit faire des efforts, chacun doit faire de l'attention. Par exemple, utiliser beaucoup de produits qui sont produits qui sont prêts à emploi. Utiliser beaucoup moins de plastique. On prend notre sac pour faire des courses. Et puis acheter des produits qui viennent de loin. Manger un avocat qui vient de Chili, boire de vin qui vient de Chine. Est-ce que c'est vraiment ça vaut le coup aujourd'hui? Et puis déjà notre existence depuis que je suis sur cette terre, c'est vrai que le climat a changé beaucoup, 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 beaucoup. Quand il peut neiger, il ne neige pas. Quand il pleut, il ne pleut pas. La culture, ça prend cher, puisque cher dans la mesure à cause du climat.
Et pollution, à l'époque, on ne voyait pas l'œil nu. Aujourd'hui, on voit beaucoup, 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 beaucoup. Et puis surtout, essayer de faire beaucoup d'efforts dans la mesure au niveau du transport, essayer de prendre du transport en commun, essayer de prendre, je sais pas, faire des efforts, chacun, au lieu de faire 5 km en voiture pour faire une course, peut-être on peut éviter, on peut faire des sports, on prend un chariot et puis pousser et aller-retour, passer 20 minutes, un quart d'heure. Donc, je pense qu'on peut encore le faire. Et il y a des gens qui sont conscients. Et de plus en plus, les gens qui font des conscients. Les produits prennent des proximités régionales, pas payer, dépenser beaucoup de carbone, tout ça. Mais c'est vrai que les pays riches, ils s'en foutent de tout ça. Les gens riches, ils ne connaissent pas notre vie quotidienne, alors qu'il y a, je pense que la plupart des gens qui sont dans la même situation. La première chose, c'est qu'il faut faire attention, chacun à leur part de responsabilité. Chacun a son poids de... Merci beaucoup d'avoir. Avant de clôturer cette belle ère de rencontre avec cette belle personne qui s'appelle Dawa, je viens de constater qu'il est sage, il est doux, comme je dis, il est calme, et il nous a appris beaucoup de choses. Évidemment, je ne sais pas comment le remercier. J'aurais plein d'autres questions à lui poser, mais nous, on aura l'occasion de le rencontrer. Par contre, vous, chers amis, qui vous avez participé à cette rencontre, à cette conférence, je vous rappelle que Dawa a créé une association sans but lucratif, une association humaine et de solidarité, comme la personne que vous voyez, vous avez, voilà, Rosa, et le marque Solidarité pour Népal. Mais par contre, moi, je vais vous rappeler son association afin que vous puissiez venir en aide à cette association d'une manière ou d'une autre. Il s'appelle, je le rappelle toujours, et vous trouverez les coordonnées sur Internet ou sur Facebook, des sourires pour Simigaon. Et Simigaon, vous avez appris, moi je l'ai appris aussi, c'est le village natal de Dawa, qui a été détruit entièrement par le séisme de 2015. Donc, je fais appel à vos bons cœurs, moi le premier, à soutenir cette association afin de remercier d'une manière bien concrète à notre ami Dawa. Merci Dawa, merci à tous ceux qui ont participé à cette belle rencontre avec cette belle personne, comme je viens de le dire. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Écoute, ça me fait plaisir de parler un peu, mais c'est vrai que dans la vie, on a beaucoup à parler, beaucoup de choses à partager. Notre cousin, il disait que, voilà, et moi, je suis connu dans la nom de Sherpa. C'est vrai que dès que je présente au Sherpa, j'ai l'impression que je suis un peu, dès que les gens ils entendent Sherpa, ils ont des regards un peu différemment. Et du coup, j'ai leur fait tourner leur attention en disant que Sherpa, ça ne veut pas dire que, voilà. Et donc, c'est une belle rencontre avec vous et c'est gentil à vous et m'inviter. Et ça me fait plaisir. Voilà. Merci Rosa et merci toute l'équipe. Merci à toi. Merci beaucoup. Puis, Tu as été un excellent orateur. Je te remercie infiniment. Merci. On a l'occasion de voir. Voilà les amis, j'ai mis le nom de l'association sur l'écran et vous pouvez facilement trouver cette association afin d'aider, si vous pouvez, si vous voulez. Je vous incite à aider. Voilà le nom. Ça s'appelle Des sourires pour Simigaon. Voilà, j'espère que vous l'avez bien retenu dans la mémoire dure de votre ordinateur. On a aussi mentionné dans l'événement de
du site parlementensemble.com. Ça a été aussi mentionné. Donc, voilà. Très bien. On l'a mentionné aussi sur notre site, il me dit ma collègue, ensemble.eu. Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.